André reçoit Marianne Durano, professeure de philosophie et auteure de Naître ou le néant, pourquoi faire des enfants en temps d'effondrement. Alors j'aime beaucoup Marianne Durano. D'abord Naître ou le néant, évidemment, hommage à Jean-Paul Sartre, au livre effectivement L'être ou le néant, c'était le livre qu'il a fait connaître en tant que philosophe. Et puis alors j'aime bien aussi que vous passez de Sartre à un langage assez cru, mais ce n'est pas du tout cru, c'est un livre honnêtement passionnant parce qu'il est bourré de références et on va parler du sujet bien sûr, mais le sujet, en fait, c'est que vous posez la question « Comment baiser sans niquer la planète ?» C'est un peu la question fondamentale de votre livre. Vous avez dit vous-même, d'ailleurs, que c'est dans une tribune tendrement intitulée. Mais c'est intéressant, c'est-à-dire que effectivement, vous racontez d'ailleurs dès le début, vous dites mais qu'est-ce que vous allez écrire? Enfin écoutez, vous faites des enfants, vous avez 4 enfants, c'est bien ça, 4 fils d'ailleurs. Oui. Voilà. Eh bien pourquoi ce petit, j'entends un oui légèrement, non? Ça va? C'est de la fierté, mal dissimulée. Non, je me disais peut-être vous aviez envie d'avoir une fille. Non. Oh, on contrôle pas tout, on en reparlera. Voilà. Et alors, justement, on dit oui, mais enfin, à ce moment, avec la planète, et vous en parlez très bien, voilà, quel monde laisserons-nous à nos enfants? Donc, il faudrait pas faire, attention, 2, ça suffit, encore, etc. On parlera aussi, vous parlez de tout, de ceux qui ne veulent pas d'enfants du tout, de ceux des couples, etc. Ce qu'on appelle les DINKS, Double Income No Kids, c'est-à-dire 2 salaires et pas d'enfants. Enfin, vous abordez absolument tous ces problèmes, et c'est intéressant parce que philosophie oblige, agrégé de philosophie oblige, vous mettez sous l'égide de Marx, d'Aristote, de Hegel, d'Hannah Arendt, de Hans Jonas, d'Épicure et de Rousseau, sans parler de la Bible et des textes sacrés. Non, Et alors, justement, vous dites effectivement qu'aujourd'hui, une certaine doxa, qu'elle soit écologiste, qu'elle soit catastrophiste ou collapsiste, comme on dit, le collapsus, la Terre est finie, le monde est fini, vous n'avez pas l'audace, l'impudence de vouloir faire des enfants dans ce monde-là, en même temps qu'on sait que dans divers pays de la planète, y compris en France, il y a des gens qui font 4, 5, 6, 7, 8 enfants, d'autres il n'en faut pas. Alors d'abord, et vous avez un point de vue, au fond, vous avez un parti pris en disant non, il faut faire des enfants, quelque part. C'est-à-dire, c'est la vie, et vous parlez de la nécessité de l'élan vital. Alors, au fond, d'abord, qu'est-ce qui vous a amené à écrire ce livre, Marianne? Déjà, je n'ai pas écrit ce livre pour convaincre absolument tous mes lecteurs, d'avoir le maximum d'enfants possible. Pas du tout. En fait, tout a commencé il y a quelques années, en marge d'un plateau radio d'ailleurs. J'avais fait un débat avec un militant de démographie responsable. Une association qui pense que la surpopulation est la cause du désastre planétaire. Et alors en off, il vient me voir et il me dit non mais entre nous, un enfant, je comprends, c'est une expérience intéressante. 2 pour qu'ils se tiennent compagnie, pourquoi pas. Mais plus, vraiment, je ne comprends pas, mais pourquoi? Et c'en était resté là, et en fait, entre-temps, il y a plein d'autres personnes, en passant par ma mère, des amis d'enfance, qui m'ont posé la même question. Ah oui. Pourquoi autant d'enfants? C'est ça, et en fait, je me suis dit, il faut écrire un bouquin pour leur répondre. Et moi, des formations professionnelles obligent, quand on me pose une question, je vais chercher dans la philosophie pour voir ce que je peux répondre. Et c'est comme ça qu'est né ce projet de livre. Donc c'est d'abord, disons, c'est moins un plaidoyer qu'une défense, en fait, de dire, mais c'est vrai, qu'est-ce que j'ai à répondre à ces gens le plus honnêtement possible? Et justement, je parle de cet article que j'avais écrit il y a 10 ans. J'étais jeune à l'époque, Comment baiser sans niquer la planète. Et à l'époque, c'était dans la revue Limite, on était plutôt à travers un angle très politique, très décroissant, très justice sociale. Et là, j'ai vraiment voulu faire une réponse plus personnelle, plus philosophique. Alors justement, ce qui est intéressant, c'est que vous convoquez les mânes de ces très grands philosophes ou penseurs, etc. Et vous savez, il y avait une question que les situationnistes, Guy Debord et Van Hegem, quand on disait « mais quel monde laisserons-nous à nos enfants ?» qui est des écologistes au décroissant, c'est le mantra, et lui disait « quels enfants laisserons-nous à ce monde ?» qui est une autre question qui n'est pas négligeable. Mais pour vous alors, effectivement,
je voudrais que vous résumiez un peu cette chose, et je rappelle donc ce livre paru aux éditions des Clés de Brouwer. C'est vraiment un livre très complet à lire parce qu'il y a, encore une fois, beaucoup d'éclairages qui sont très intéressants. Et qu'est-ce qui fait que vous avez répondu, écoutez, moi franchement, dire que c'est fini et qu'il faut plus rien faire parce que le monde va s'effondrer, c'est pas vraiment ma tasse de thé, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors pourquoi ? Alors, en 2 mots, déjà, je me suis rendu compte qu'il n'y avait que des mauvaises réponses à la question « Pourquoi faire des enfants ?» Parce que à partir du moment où on essaie de répondre pourquoi, ça suppose qu'en fait l'enfant il se justifie pas tout seul. Oui, on accepte de dire que les enfants ça sert à rien. Un enfant a priori ça sert à rien, que juste dire un enfant parce qu'il est là, que je l'aime et que voilà c'est beau d'exister, ça suffit pas manifestement, et donc il faudrait répondre par autre chose. J'en sais rien moi, pour relever la France, pour que les enfants bâtissent un avenir meilleur, ou j'en sais rien moi, pour solidifier mon couple ou pour me rendre heureuse. En fait, quelle que soit la réponse, c'est une mauvaise réponse. Et donc je voulais vraiment déjà dire ça. Et la vie se justifie par elle-même et pas pour autre chose. Et après, en creusant un petit peu dans la tradition philosophique, j'ai trouvé plein d'autres choses. Donc il y a cette idée, pour faire un résumé très rapide, avec Aristote, parce que nous sommes des êtres vivants. Et que, dit Aristote, le fait de se reproduire, de transmettre la vie, c'est ce qui nous fait participer, je cite, à l'éternité de la nature. Wow, c'est beau, quoi. Donc parce qu'on est vivant, parce qu'on défend le vivant. Avec Hannah Arendt et Hegel, pourquoi ? Parce qu'on est des êtres politiques. C'est-à-dire qu'on œuvre, on agit pour les générations futures. L'œuvre d'art la plus formidable, s'il y a personne pour la contempler dans l'avenir, elle sert à rien. C'est clair. Avec Ancionas, c'est parce que c'est quelque chose de moral en fait. Le fait qu'il reste des êtres humains, que l'humanité, dans tout ce qu'elle a de digne, dans tout ce qu'elle a de grand, puisse perdurer, et perdurer dans des bonnes conditions, c'est un devoir moral. Après, on peut continuer avec Rousseau. Rousseau, c'est plutôt pour répondre à votre question, quels enfants laisserons-nous à la planète ? C'est-à-dire, une fois qu'on a dit ça, mais comment est-ce qu'on les éduque, vu l'avenir un peu pourri qui leur est réservé ? Donc voilà, j'ai voulu vraiment m'appuyer sur des auteurs. Et après, j'ai aussi un chapitre plus politique avec Michel Foucault, où je me suis demandé, on en reparlera peut-être, en fait, cette espèce d'obsession qu'on a pour la démographie actuellement, que ce soit parce qu'on considère qu'on est trop nombreux, ou au contraire, avec M. Macron, qu'il faut se réarmer démographiquement, ça a éveillé mes soupçons. Pourquoi est-ce que d'un coup, la population devient la variable d'ajustement dans un système dont on ne veut pas remettre en cause le modèle économique, par exemple. Alors, mais rentrons justement dans le vif du sujet. Je vous signale que Marie Folliot, qui fait l'émission avec moi, est mère de 5 enfants. Donc, voilà. Ah, comme quoi. Voilà, mais et la fille, elle est quand ? Elle est au milieu. Ah, voilà. 2 garçons, une fille, 2 garçons. Très bien placés. Et en fait, il y a 2 ou 3 choses, je voudrais vraiment que vous disiez votre ressenti là-dessus. Il y a la thèse d'un certain nombre de globalistes mondialistes qui disent d'ailleurs Yuval Noah Harari, qui est le collaborateur de Klaus Schwab, vous savez, Davos, dit, écoutez, il le dit comme ça, il dit, écoutez, dans ce monde, il y a 20% de gens utiles et 80% ne servent pas à grand-chose. Il dit pas qu'il faut les éliminer. Il dit pas, attention, c'est pas l'eugénisme et c'est pas Hitler ou Mussolini. Mais il dit, écoutez, c'est la thèse vraiment de plusieurs globalistes. Ils disent, oui, on va pas. Mais écoutez, il faut en faire des bons consommateurs, qui soient là, qui ne nous embêtent pas trop, et on va travailler, comme on travaille un peu partout, avec les 20% des minorités agissantes. Et l'autre chose aussi, c'est qu'il y a tous les catastrophistes, les collapsistes, qui dit de toute façon on est fichus, il y a 5 degrés, la planète, on va avoir 5 degrés en 2100, 5 degrés de plus, on va crever, et les migrants effectivement du climat, etc., etc. Et vous avez quand même une convergence tout à fait étonnante entre les mondialistes, je dirais les supercapitalistes, etc., enfin certains, faut pas mélanger, et les écolos de la fin du monde qui disent oui, écoutez, ça sert à quoi, ça a arrêté, déjà défendons ce qu'il faut défendre, le vivant, regardez la surpopulation, on n'en peut plus, etc. Comment vous sentez cette espèce de convergence tout à fait étonnante, paradoxale, mais en même temps explicable entre ces 2 tendances, par exemple? Hyper intéressant, la convergence entre capitalisme et puis une certaine frange collapso. Déjà, le point commun, c'est que c'est une approche quantitative du monde.
Donc on va parler en termes de capacité de charge de la planète, combien de personnes peut supporter la planète. Bon, pour la petite anecdote, ça me fait penser à un de mes profs de philo quand j'étais jeune, qui avait 7 ou 8 enfants, je m'en souviens pas. Et il faisait que de dire non mais il y en a un de trop, hein. La question c'est lequel. Et j'adore quoi, je me dis bon ok, bon bah question philosophique ça. C'est une question philosophique, donc là sur ce plateau il y a peut-être une personne de trop qui se dévoue quoi. Enfin bon après la petite blague à part, le fait de considérer les choses d'un point de vue quantitatif, pour moi ça consiste à considérer la population encore une fois comme une variable d'ajustement dans un système. Donc plutôt que de se poser la question du nombre de ressources qu'on a à notre disposition et de la manière la plus juste de les partager, on va au contraire se dire qu'il faut adapter le nombre des personnes aux ressources qui nous sont disponibles. Et ça masque des inégalités terribles, ça. Pour citer quelques chiffres, par exemple, les 3 milliards d'individus les plus pauvres de la planète sont responsables soit 45% de la population mondiale quand même, hein, sont responsables de seulement 7% des émissions de gaz à effet de serre. Alors qu'à contrario, les 7% les plus riches sont responsables de 50% des émissions de gaz à effet de serre. Donc là, moi j'en sais rien, c'est lesquels qu'il faut éliminer quoi. Oui, mais attendez, Marianne, là vous allez peut-être un peu vite en besogne. Vous dites les plus riches, les plus pauvres, et vous entendez Occident et les autres. Parce que l'Inde n'est pas le pays le plus riche. Or, l'Inde, la Chine, qui est un pays riche d'un côté, mais vraiment, c'est pas le pays le plus riche, la Russie et autres, émettent à elles seules 65% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est pas une question seulement de riches, de pauvres. Et puis alors, je vous répondrai, si j'étais pauvre, vous êtes bien gentil, mais vous avez le frigo, vous avez le CO2, vous êtes content, vous avez tout ce qu'il vous faut. Nous aussi, on a envie d'accéder à cela. Alors, en fait, entre la pauvreté la plus crasse et le gaspillage auquel on se livre dans nos pays occidentaux, il y a quand même un juste milieu. Et justement, en fait, les individus, les célibataires extrêmement riches des pays occidentaux consomment dans des proportions qui n'ont rien à voir avec même la famille de la classe moyenne en France. Par exemple, j'aime bien, il y a un collectif qui s'appelle Mega Yacht CO2 Tracker, qui s'est amusé à traquer les milliardaires sur leur yacht en marge du festival de Cannes pour évaluer à peu près leur impact. Et donc, parce qu'il faut des noms, faut citer les coupables, quelqu'un comme Thomas Leclerc, le fils du patron de Decathlon, en une seule journée sur son yacht, il a émis 3,7 tonnes d'équivalent CO2 en un jour. Oui, mais Marianne, attendez, je comprends ce que vous voulez dire. Non, mais commençons par légiférer sur les yachts et après on verra. Mais attendez, non, parce que ça, non. Vous faites l'arbre qui cache la forêt. Je suis pas d'accord du tout avec vous et je vous dis pourquoi. C'est très joli. Ah oui, ces milliardaires, absolument, qui consomment de CO2. Mais l'Allemagne, en rouvrant les centrales à charbon, consomme 400 fois plus. Donc attention, vous êtes obligés de raison et de relativité garder. Là, vous parlez des milliardaires, ça fait très bien, c'est facile, c'est confortable, je ne défends pas les milliardaires. Hein. Mais enfin, c'est facile. Vous voyez, non mais pour moi, ça c'est où le parti des écolos qui me faut hurler de rire. Ils ne voient pas les vrais pollueurs, ils voient les yachts, dites-moi, les containers, les méthaniers qui amènent le gaz. Vous savez combien de CO2 ? Écoutez, remettons donc simplement les proportions. Mais et ça, bien vous n'en sûr. parlez pas. Mais sauf que si vous voulez demander aux Français moyens de faire un effort dans sa consommation. Mais quel effort ? Attendez, laissez-moi finir. Et a fortiori, si on leur. Parce que c'était pour répondre à ces gens qui disent qu'il y a seulement 20% de productifs, que les autres, il faut qu'ils arrêtent de se reproduire. Bon, donc vous allez dire. C'est les crétins. Non, mais on le sait. Ah oui, mais c'est à eux que je réponds à la base. Et vous allez leur dire, bon, quand même, vous êtes pauvres et puis pas très productifs, donc ce serait bien au moins de pas trop vous reproduire, de pas trop polluer, et puis si possible de pas trop exister, quoi. Bon, donc vous leur demandez un effort considérable. Ou même, encore une fois, à l'auditeur moyen de Sud Radio qui vous écoute, on va lui dire, tu pollues trop, tes enfants polluent. Attendez, je finis. Jamais on leur dira, allez-y, mais c'est. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a. Tu pollues trop à un Français aujourd'hui, pardon. Mais c'est très bien, on a une bonne discussion. Ah oui. Ça compte pour vous. La France est le pays d'Europe qui produit le moins de gaz à effet de serre. Vous comprenez ? Non, mais on se met dans une position masochiste de dire ah là là, on pollue, alors qu'il y a des problèmes, alors que, pardon, je m'énerve, mais c'est vrai, les agriculteurs à 800 € par mois qui se suicident une fois par deux, ça les écolos, ils en parlent pas. C'est pas notre problème. Il est là le problème. Quand vous voulez avoir des enfants, vous commencez à leur donner de quoi manger. Mais c'est vrai, c'est extraordinaire cette espèce d'inversion des priorités formidable. Les agriculteurs, ils en parlent pas. Non, c'est la nature, on s'en fout. D'ailleurs, les écolos, les agriculteurs, ils mettent des pesticides. C'est pas bien. C'est pas vrai. Souvent, les écolos, ils défendent aussi une forme d'agriculture. Certains. Mais alors, attendez. Revenons aux riches, si vous voulez bien. Absolument. Il y a un devoir d'exemplarité. C'est-à-dire qu'en fait,
il faut que les personnes les plus riches, les plus en vue, que ce soit les personnes ou les pays, soient exemplaires. C'est-à-dire montre un autre idéal de bonheur possible. C'est-à-dire que tant que vous allez dire aux gens que pour être heureux, il faut polluer sur son yacht et que ça va être ça l'idéal, déjà, vous leur permettez pas de trouver de bonheur ailleurs. Et deuxièmement, ça crée un sentiment d'injustice. Genre quoi ? Moi, je suis censée ne pas faire d'enfants parce que ça pollue, et après, vous avez Thomas Leclerc sur son yacht qui pollue plus en une journée que moi en un an. C'est pas juste. Donc, il y a une exigence de justice. Ouais, c'est ça l'injustice qui frappe les Français. Mais, oui, je pense que les super riches qui sont pas taxés et qui polluent, et qu'ensuite on vienne leur dire à la mère de famille dans sa banlieue pavillonnaire que c'est elle qui est responsable de l'effondrement de la biodiversité, je trouve que c'est pas juste. Après, attendez, on disait autre chose, je me suis perdue. Vous êtes énervé sur autre chose là juste avant. Non, je me suis énervé sur le fait des priorités. Ah oui, les agriculteurs. Oui, les agriculteurs. Justement, parlons-en. Effectivement, je pense que à 800 € par mois. Mais carrément. Non, mais on est bien d'accord. Et si on veut pouvoir continuer à avoir des enfants nombreux et puis à bien les nourrir. C'est important qu'ils puissent grandir dans un pays où les vraies priorités sont respectées. C'est-à-dire avoir un toit sur sa tête, pas se suicider parce qu'on est en burn-out et puis manger correctement. Effectivement, il faut absolument investir dans une agriculture qui soit plus durable et puis qui soit plus juste pour les agriculteurs, dans l'éducation, dans les services de proximité, etc., etc. Et c'est pour ça que, pour revenir à mon sujet, je pense que faire des enfants, mettre la natalité au centre des politiques publiques, c'est rappeler quels sont les vrais enjeux. Pourquoi ? Quand on a des enfants, on va se préoccuper mécaniquement de l'avenir des générations futures. Parce que c'est plus les générations futures, c'est mes gosses. Donc je veux dire, là, il y a un enjeu politique et ça nous force à nous projeter sur le temps long, premièrement. Deuxièmement, ça nous force à se dire, en fait, qu'est-ce qui est vraiment important ? Quand on a des enfants, d'un coup, les priorités sont remises un petit peu à leur place, quoi. Qu'est-ce qui est vraiment important ? C'est qu'ils mangent, c'est qu'ils soient en bonne santé, qu'ils aient un toit sur leur tête. Et troisièmement... Qu'ils s'instruisent, etc. Je suis prof, c'est pas... Voilà. Mais troisièmement, d'un coup, quand vous avez des enfants, il y a des trucs que vous acceptiez et puis que vous acceptez plus. Par exemple Par exemple, on parle beaucoup des émissions de gaz à effet de serre, mais on s'en fiche. Enfin, on s'en fiche. C'est l'arbre qui masque la forêt, pour reprendre votre expression. Par exemple, prenons les pollutions. Tous les pesticides. Là, il y a des scandales. Récemment, une petite Amy qui est morte à 11 ans, empoisonnée par les fleurs que sa maman manipulait en tant que fleuriste. D'un coup, en fait, ces pesticides-là, vous étiez prêts à prendre un risque pour vous, mais quand c'est vos enfants, vous êtes plus prêts. Ou des publicités obscènes, la violence, etc. J'allais dire ça, les pubs sexistes, violentes, sexuelles. Vous fermez les yeux dans le métro quand vous êtes tout seul, puis quand c'est votre gosse qui les regarde, d'un coup, en fait, c'est un levier de changement. Et c'est ça que je veux dire dans mon livre, en fait. Et renoncer à avoir des enfants sous prétexte que le monde est pourri, pour moi, c'est renoncer à l'avenir, c'est renoncer à imaginer d'autres futurs possibles. Vous dites, il faut se battre. Avoir des enfants, c'est aussi être guerrier du futur. Vous n'avez pas trop de choix, quoi. D'accord. Très bien, on va continuer à en parler avec cette petite pause. Et si vous voulez réagir au débat, n'hésitez pas, vous avez un numéro, c'est le 0826 300 300. Notre antenne vous est ouverte. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Marianne Durano, naître ou le néant, pourquoi faire des enfants en temps d'effondrement chez des clés de Brouwer. Justement, Marianne Durano, vous disiez que j'ai voulu faire ce livre, et encore une fois un livre que je recommande, parce que vous avez été très frappé par la question qu'on pouvait se poser. Mais moi, je vais jouer l'avocat, non pas du diable, mais de celles et de ceux qui vous disent, attendez, arrêtez avec vos enfants et parlez de faire des enfants. 3 choses qu'il y a eu, 67, la pilule, Neuwirth, etc. 67, c'est hier, qui a découplé effectivement la sexualité de la procréation. Bien. Ensuite, et surtout, c'est pas tellement ça, c'est beaucoup de femmes, moi j'ai eu vraiment beaucoup d'amis et de relations qui me disaient, écoutez, oui, vous êtes bien gentils les enfants, mais alors là, vous voulez en fait quelque part, vous les hommes, vous voulez retrouver le vieux schéma, la femme cuisine et les enfants, et la procréation, comme d'ailleurs dans certaines civilisations, et puis l'homme qui travaille alors que la femme, elle a envie d'être indépendante, et l'indépendance commence par l'indépendance économique. On le sait depuis Simone de Beauvoir et même bien avant. Donc,
comment effectivement concilier, parce que et c'est ça le problème, en tout cas dans les pays avancés, qu'ils soient occidentaux ou pas, où la femme a envie, et c'est tout à fait légitime, d'avoir son autonomie, sa vie, gagner sa vie, et pas seulement dépendre de son mari, etc., avec effectivement à ce moment-là, parce que le travail, etc., ça veut pas dire qu'on peut plus faire d'enfants, ça veut dire qu'il faut s'en occuper, qu'il faut avoir les moyens de s'en occuper, soit avoir une nourrice, enfin, etc., les crèches et tout ça. Donc, comment, en fait, vous voyez ce problème-là, qui est toujours posé encore ? Alors, je tiens d'abord à dire que je ne suis pas en train de dire qu'il faut que mesdames aient 9 enfants et restent à la maison pendant que monsieur fait des heures sup pour nourrir sa famille nombreuse. Hein. Voilà, pas du tout. Non, c'est clair. En revanche, effectivement, c'est intéressant de revenir à la pilule. Parce qu'à partir du moment où vous contrôlez, ou en tout cas vous avez l'illusion que vous contrôlez votre fécondité, eh bien l'enfant, c'est vraiment l'enfant du choix. Donc vous l'avez bien voulu, cet enfant. Donc vous êtes sommé de le réussir. Pourquoi vous dites, pardon, l'illusion ? Parce qu'on sait tous que parfois l'enfant vient alors qu'on a tout fait pour qu'il vienne pas, ou au contraire qu'on a très envie d'avoir un enfant et qu'il vient pas. Donc ça se contrôle pas complètement encore, ça, cette histoire. Malheureusement, ceux qui font l'expérience du désir d'enfant ne le savent que trop. Hein. Donc, mais pour ceux pour qui ça marche, donc vous avez voulu votre enfant, maintenant il est là, donc vous êtes prié de le réussir, donc grosse pression quand même sur les épaules des parents. Bien sûr. Et deuxièmement, c'est vous, c'est votre choix, vous l'avez bien voulu, donc débrouillez-vous. On fait de l'enfant un projet individuel. C'est l'affaire de ses parents. Et je pense que c'est ça qui met les familles dans des situations mais extrêmement compliquées, parce que elles reçoivent plus l'aide dont elles auraient besoin de la part de leur entourage, ou le minimum de la part de l'État, puisque si l'enfant c'est une affaire privée et c'est plus quelque chose qui va être considéré comme un bien pour l'intégralité de la nation, et ben on voit pas bien pourquoi est-ce qu'on aiderait les parents. Je veux dire, c'est ton choix, débrouille-toi. Alors que, au contraire, je pense que si on voit d'abord la vie comme quelque chose qu'on accueille, une responsabilité qu'on accepte, et qu'on va essayer de tenir aussi pour le bien de l'enfant, mais pour le bien aussi de la société dans laquelle on vit. Hein, on éduque des futurs citoyens. Bien sûr. Eh bien, les parents, je pense qu'en termes de reconnaissance sociale, ils y gagneront. Ils seront reconnus dans leurs efforts. Peut-être qu'on les aidera plus et qu'ils se mettront moins la pression, parce que c'est l'affaire de tous, en fait, de bien élever la génération qui vient. Et donc après, on parle de patriarcat. Je suis frappée, effectivement, de voir que comme on a fait de la famille une affaire privée, eh bien, rien n'est fait pour aider les parents, et en particulier les mères qui travaillent, pour vraiment concilier sereinement leur carrière et leur maternité. Donc, par exemple, le schéma actuellement qui est valorisé, c'est on fait des études, puis entre 20 et 30 ans, 25 et 35 ans, c'est-à-dire au moment où le corps féminin est le plus fait pour avoir des enfants, on vous demande de vous donner à fond pour votre carrière. Et puis après, éventuellement, passé 40 ans, quand vous êtes bien installé dans la vie, on vous commencez à penser à éventuellement faire un enfant, mais quand ça devient en fait de plus en plus compliqué. Mais ça, c'est extrêmement violent, en fait. C'est une violence qui est faite aux femmes. Donc je pense que replacer encore une fois la natalité, l'engendrement au cœur des politiques publiques, c'est aussi une mesure féministe, en fait. Mais vraiment qui prend la femme dans son corps, quoi. Oui, vous voulez dire ne pas, alors que c'est un phénomène très privé, vous dites il faut s'en occuper. D'ailleurs, c'est intéressant parce que par exemple, dans des pays comme la Hongrie ou la Pologne, ils font une politique démographique. Maintenant, pour des raisons X et Y, mais enfin, ils disent, écoutez, arrêtez de ne plus faire d'enfants. Et d'ailleurs, il y a les primes qui sont faites, des réductions d'impôts, voire des réductions ou des complets arrêts d'impôts, etc. Mais pour revenir à ça, est-ce que pour vous, aujourd'hui, ce que vous sentez dans les gens que vous fréquentez, etc., sans parler des sondages, quand on parle justement, on en parlait avant, vous avez parlé de Macron dans votre livre aussi, réarmement démographique, etc., et d'ailleurs, c'est intéressant, je rappelle quand même, parce que vous commencez par cela, et il faut le dire, vous dites ceci, vous dites, l'année, et ça a été confirmé d'ailleurs, Marie m'a fait un dossier là-dessus, l'année 2023 a ainsi enregistré le plus faible nombre de naissances depuis la Seconde Guerre mondiale dans le monde. Voilà, 30% des femmes en âge de procréer affirment en effet ne pas vouloir d'enfants. 30%, c'est quand même énorme. Et tandis que 30% des parents regrettent un parent davantage curieux parallèle. Alors, c'est quoi ça aujourd'hui ? Vous avez l'impression qu'on oscille entre ces deux tentations Mais c'est vrai que je le constate vraiment autour de moi. Alors, la question de ne pas avoir d'enfants pour la planète, je vois bien que c'est un effet de génération. C'est-à-dire que quand je parle de ce sujet, quand je parlais de mon sujet de livre à des personnes de l'âge de mes parents,
Oui. Je voyais bien que ça leur parlait pas du tout. Alors que les plus jeunes, les vingtenaires, tout de suite, ils me disent tous « Ah bah oui, c'est un vrai problème ». Donc, question de génération. Et le regret de ne pas avoir plus d'enfants, je le vois beaucoup autour de moi, dans les personnes que je fréquente. Je vis dans un petit village dans la Loire. Et en fait, la famille nombreuse, ou en tout cas le fait d'avoir plusieurs enfants, il y en a plein qui me disent « Ah, c'est bien quand même. Ah, moi, j'aurais bien aimé, mais ceci, le travail, la maison, mon conjoint, il n'est pas d'accord. Et puis, j'aurais peur de ne pas réussir. » Il y a plein d'angoisses, mais de fait... Je le vois vraiment, le coup du 30% des parents qui regrettent de ne pas avoir eu plus d'enfants. Ça, c'est très intéressant. Et puis ça montre aussi qu'il y a une conjoncture économique, ou en tout cas des politiques qui peut-être sont un peu défaillantes et que des gens aimeraient pouvoir accueillir plus d'enfants. Ils se sentent précaires, ils se disent précarité, si je fais trop d'enfants, comment je vais faire, etc. Oui. Puis il y a quand même un modèle consumériste qui nous fait croire que pour un enfant soit heureux, il faut qu'il ait tout un tas de gadgets. Il y a toujours cette pression. Ses jeux vidéo, son iPhone, tout de suite, etc. Ça coûte cher à la fin. Ouais, c'est clair. Je rappelle 0826 300 300. Effectivement. Oui. Non, mais j'en parle parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent et qui vous écoutent là, Marianne Durano. Mais alors, justement, moi je voudrais c'est très intéressant parce que vous parlez de quelque chose, c'est une originalité de votre livre. Vous dites, attendez, s'il n'y a pas de politique publique, ça peut pas marcher. Quelque part, hein, je résume. Je schématise, mais comment ces politiques publiques, par exemple pour un pays comme la France, vous seriez ministre de la famille ou autre, et pourquoi pas. Non mais qu'est-ce qui à votre avis convient de faire ou essayer de faire pour sur le vue de l'État, des collectivités, de la nation? Bon, alors déjà, évidemment, quand on est en responsabilité, j'imagine qu'on se rend toujours compte que les choses sont plus complexes, mais investir dans l'éducation... ça me semble la priorité. Il y a des questions autour du congé parental, du congé maternité. La France est vraiment très mal classée par rapport aux autres pays d'Europe et même du monde par rapport à la fois à la durée du congé maternité, du congé parental et puis à sa rémunération. Quand on regarde dans les pays du Nord, par exemple, c'est beaucoup mieux. La question du temps de travail, je pense que le monde de l'entreprise a des efforts à faire pour s'adapter à la réalité des parents. Et je place beaucoup d'espoir dans le télétravail, dans le fait que les horaires, ça s'assouplit un petit peu, que on n'est plus obligé de pointer jusqu'à 19h30 pour être un bon salarié aujourd'hui. Je pense qu'il y a beaucoup à faire en termes d'urbanisme. C'est-à-dire quelle place pour les enfants dans la ville. Entre les enfants et les voitures, je veux dire, il y a un moment, il faut choisir. Hein. Enfin, quels espaces sont faits pour eux, quelle place ils ont. Vous trouvez que c'est très sous-équipé pour le moment, votre sentiment? Eh ben, l'environnement est de plus en plus dangereux pour les enfants avec les voitures, les scooters partout. Je discutais encore récemment avec une personne qui avait l'âge de mes parents et qui me disait que oui, quand elle était plus jeune, elle faisait 4 km à vélo dans la campagne pour aller chez sa copine, que maintenant ça semblerait inimaginable. En fait, les enfants encore que ont beaucoup moins de liberté. À Paris, on a ouvert des pistes cyclables partout maintenant et ça marche. Il y a de plus en plus oui, c'est vrai. de cyclistes, il faut le dire. Mais autre chose aussi, et puis il faut parler dans certaines villes de France, l'insécurité aussi. L'insécurité, le sentiment violent. On parlait du narcotrafic dans l'émission. Moi, j'ai une question à poser à Marie Folliot. Non, mais vous êtes mère de 5 enfants, c'est bien ça. Est-ce que, par rapport à ce que dit Marianne Durano, est-ce que vous aussi, vous avez l'impression que vous n'avez pas le même questionnement autour de vous et dans votre environnement, j'imagine, mais pour vous, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Vous avez fait 5 enfants. Comment, dans l'univers où vous vivez, vous le sentez comment? Ah oui, pour moi, c'est quelque chose de complètement naturel, mais je suis pas déjà la même génération que Marianne, je suis un peu plus âgée, légèrement plus âgée, on va dire. Donc j'ai des enfants plus grands, et c'est vrai que je pense que déjà, en ce laps de temps... Des enfants de 20 ans... Voilà, de 25 ans à 19 ans, et je pense que dans ce laps de temps, les mentalités ont déjà pas mal changé, et je le vois quand, il y a 20 ans, je disais, j'avais pas déjà 5 enfants, mais en tout cas, quand mes enfants étaient petits, que j'avais 5 enfants, il y avait un certain regard, les gens trouvaient ça super, ou avaient des questions. Et aujourd'hui, c'est idiot, mais on est presque un peu plus gêné. Et j'ai beaucoup aimé ce que vous disiez en tout début d'émission, où pourquoi répondre à cette question, pourquoi des enfants? Et c'est vraiment, je trouve, un effondrement. Ça vous choque? Oui, mais je trouve ça triste. Je trouve ça vraiment triste.
parce que en fait, oui, il y a vraiment un peu ce côté, oui, la famille aujourd'hui. Pourquoi une grande famille, quelle horreur, etc. Donc il y a vraiment, pour moi, c'est la victoire de l'individualisme, en fait, un peu. Alors ce que je peux comprendre qu'en effet, c'est que ça peut paraître compliqué, comment s'organiser, etc. Mais ce pourquoi un peu méfiant, parce que c'est un peu ça, je trouve ça un peu dommage, surtout que les enfants. C'est intéressant de voir l'évolution. Pour moi, c'est flagrant. Je crois qu'il y a Sylvie qui nous appelle de Courbevoie. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Bonjour. Bonjour Sylvie. Je voulais intervenir sur une réflexion que je me suis déjà faite à plusieurs reprises et votre émission me donne l'occasion d'aborder ce thème sur la natalité. Je suis dans un quartier où il y a pas mal de mixité sociale. Oui. J'ai aussi beaucoup de cadres autour de moi et dans ma famille, etc. Et je me rends compte que les familles qui sont d'origine africaine, vous voyez, enfin comme on dit aujourd'hui, ici de la biodiversité, etc. Oui. Dans les logements sociaux notamment, hésitent beaucoup moins à avoir 4, 5 enfants que des jeunes cadres. Voilà, je m'interroge et je me pose vraiment la question. Je vous dis, c'est les jeunes cadres. Bon, moi, mes enfants sont plus grands, mais j'en ai fait que 2, pour les mêmes raisons, vraisemblablement. Mais est-ce que on se pose des attentes différentes concernant, par rapport à nos responsabilités professionnelles, au coût d'une éducation, voilà. Aujourd'hui, voilà, j'ai l'impression que qu'il y a des couches sociales différentes et qui font plus ou moins d'enfants. 3 ans ou 5 ans d'éducation, je veux dire, et personne n'envisage que son gosse fasse moins que 5 ans, quoi. Donc il y a aussi tout ça qui joue, la taille du logement. Enfin, voilà, ce que j'observe en tout cas, c'est que les jeunes familles, les jeunes cadres que je vois autour de moi font moins d'enfants que les gamins qui sont issus de l'immigration, les familles issues de l'immigration. Marianne Durano. Ça, c'est tout à fait documenté sociologiquement, ce ressenti de votre auditrice. Et je suis très contente qu'on parle de ça parce que ça a été aussi un des débuts de mon livre. De se dire, mais pourquoi est-ce que les plus pauvres, que ce soit encore une fois à l'échelle de la France ou à l'échelle du monde, ont-ils tant d'enfants ? Est-ce que c'est seulement parce qu'ils ne réfléchissent pas ou qu'ils n'ont pas accès à la contraception ? Non, évidemment que non. Par exemple, je cite dans le livre, à Gaza, la bande de Gaza, l'indice synthétique de fécondité est à 7,7 enfants par femme, alors même 7,7 enfants, alors même que c'est un lieu où il y a les moyens de contraception sont très bien diffusés, parce qu'il y a plein d'ONG qui se sont dit oulala, il faut faire quelque chose, et les femmes gazaouis sont plutôt parmi les plus éduquées du Moyen-Orient. Donc c'est pas une question d'ignorance. Et en fait, je me suis dit que peut-être on a quelque chose à apprendre aussi de ces populations-là qui sont peut-être moins angoissées que nous par rapport à l'enfance et dans ce genre à l'environnement. Et par rapport à l'environnement, et en fait il y a plusieurs choses. Déjà, je voudrais citer le cas d'une de mes amies qui avait fait du bénévolat dans un camp de réfugiés syriens au Liban, où les femmes, elles avaient plein d'enfants, elles étaient enceintes alors qu'elles étaient en pleine guerre, elles continuaient à avoir des enfants, et mon amie leur avait dit mais pourquoi vous faites ça ? Et elle lui avait répondu parce que les enfants c'est tout ce qui nous reste. Donc il y a cette idée que d'ailleurs prolétaire, prolès, en latin c'est l'enfant, le prolétaire c'est celui qui n'a pour seule richesse que ses enfants. Donc il y a l'idée qu'en fait quand on est pauvre, l'enfant c'est la vraie richesse. Et peut-être qu'on a des critères moins élevés aussi de réussite ou de ce qu'il faut pour être heureux, parce que c'est ce que disait votre auditrice, quand on est soi-même, qu'on a vécu une certaine précarité, qu'on est soi-même issu d'une famille nombreuse, on met peut-être la barre un peu moins haut. Et ça, c'est assez documenté sociologiquement. Je cite aussi des études citées par Michel Foucault. Dès le 19e siècle, en fait, on voit des logiques d'optimisation sociale qui sont mises en place dans la bourgeoisie, où en fait, la bourgeoisie va se dire, je vais limiter le nombre de mes descendants, pour limiter la dispersion du patrimoine, pour investir dans mes enfants. Et pour mieux vivre moi-même, non. C'était plutôt une logique d'ascension sociale. C'est-à-dire, si j'ai moins d'enfants, je pourrais mieux investir dans leur éducation et ils réussiront mieux. Donc et moi, je me suis dit, en même temps, toute cette abondance, toute cette richesse qu'on a dans notre société, si elle nous empêche finalement d'avoir des enfants, si elle nous fragilise ou nous fait peur de perdre notre confort, si ça nous rend plus timorés, est-ce qu'on n'a pas aussi à s'en libérer et à apprendre un petit peu de l'audace de ces populations qui voient d'abord la richesse qu'est un enfant avant de voir le coût, quoi. Oui, c'est tout le problème justement du milieu social, de l'ascension sociale et des valeurs qu'on véhicule, parce que au fond c'est intéressant parce que il y a ça,
ce que vous dites par rapport à effectivement les enfants, c'est la seule richesse que nous avons, et puis d'autres qui disent oui, mais quel est notre avenir? Et ils sont très et ça leur pose des problèmes. On en parle tout de suite après une petite pause avec Marianne Durano, Naître ou le néant. D'ailleurs, si Jean-Paul Sartre était encore là, lui qui n'a jamais eu d'enfant. Oui. C'est pas un apôtre de la natalité, Sartre. Hein. Pas vraiment. Et alors moi je rappelle qu'il y a toujours un numéro si vous voulez nous appeler, le 0826 300 300. Berkoff dans tous ses états revient tout de suite. Et nous avons, nous avons une auditrice encore. Marie. C'est une émission de femmes aujourd'hui, donc nous avons Marie-Françoise qui nous appelle de l'Ariège. Bonjour Marie-Françoise. Bonjour. Oui, bonjour Sud Radio. On vous écoute Marie-Françoise. Alors voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas de la première jeunesse, puisque j'ai 71 ans, mais je suis issue d'une famille nombreuse, 9 enfants. Oui. Bien sûr, j'ai été élevée à la campagne, mais qu'est-ce qu'on était heureux. Et aujourd'hui, je suis aussi heureuse, toujours dans ma même famille. Nous sommes très très proches les uns des autres. C'est bien ça. Bien sûr, ma maman, elle est restée à la maison pour s'occuper de nous. Et notre papa, il allait en déplacement pour pouvoir subvenir à nos besoins. Hein. Et personnellement, c'est pareil, je n'ai qu'une fille, puisque le bon Dieu il a voulu m'en donner qu'une. Avant elle, j'ai attendu un enfant que j'ai perdu à 5 mois de grossesse. Après elle, j'ai perdu des faux jumeaux. Donc vous avez une fille, mais c'est bien. Aussi. Ouais. D'accord. Et vous dites, vous étiez très heureuse à 9 enfants dans la famille où vous avez vécu. Ah oui. Et justement, c'est très non, mais ce que dit Marie-Françoise, en fait, là aussi une autre doxa et compagnie. Pourquoi on condamne, et moi on stigmatise les femmes qui restent à la maison? Ah, mais ça c'est pas bien, comme le reste CO2 et compagnie. C'est-à-dire, il y a des schémas qui aujourd'hui ont femmes ou hommes d'ailleurs. Pourquoi il y aurait pas des hommes qui sont à la maison? Moi, j'ai absolument rien contre qu'une femme travaille et qu'un homme s'occupe des enfants. Mais si vous voulez beaucoup d'enfants, il faut bien que quelqu'un s'en occupe. J'étais hyper émue par le témoignage de Marie-Françoise, parce que de fait, nous, on essaye d'éduquer nos enfants à la campagne. On en parlera si vous voulez. On a rejoint un collectif de familles. Ah ouais. Voilà, pour leur permettre d'essayer d'avoir cette enfance-là. J'étais très très émue par ce qu'elle disait. Et sur la question des femmes au foyer, moi je vais peut-être choquer vos auditeurs, mais je suis pour le retour des hommes et des femmes au foyer. C'est-à-dire que je pense qu'il faut réinvestir le foyer. C'est pas un gros mot, c'est un bon endroit. Et en plus, on parle d'écologie. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous voulez être écolo, il y a un moment, il faut cuisiner. Il faut être présent dans son foyer. Vous voulez faire votre potager, il faut être là en fait. Donc il faut une présence au foyer. Et pour moi, c'est un vrai travail. C'est un travail qui est vraiment productif. Bon, là, je suis sur cette antenne aujourd'hui, mais en termes de statut social, je suis femme au foyer en ce moment. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, si je peux être là aujourd'hui, c'est parce que j'ai tout un village qui se relaie pendant 2 jours pour garder mes enfants, pour que Marianne puisse être sur Sud Radio. D'ailleurs, si certains m'écoutent, je les salue. Et cette solidarité-là qu'on trouve beaucoup dans les campagnes, où en fait les enfants, ils sont éduqués par un peu tout le monde. Ils peuvent aller gambader dans les prés. C'est très important ce que vous dites là. Et très instructif. Et c'est beau, quoi. Et moi, je plains vraiment de tout mon cœur les familles qui sont toutes seules en appartement, qui doivent gérer leurs enfants. S'il y en a un qui est malade, c'est débrouille-toi. Effectivement, on peut pas... Et là, c'est vraiment tout le village. Vous pouvez partir, ils s'occupent, ils sont là. Là, il y a un passage de relais des enfants minute par minute pour leur permettre de continuer leur vie dans l'absence de maman. Et puis aussi, je salue ma maman à moi. C'est-à-dire qu'il y a, Marie-Françoise disait qu'elle n'était pas de toute jeunesse. Il y a une importance énorme dans le rôle des générations précédentes. On crache beaucoup justement sur les baby-boom, les boomers, tout ça. En attendant, les boomers qui sont nos parents, nos grands-parents, on a besoin d'eux pour nous permettre de continuer à avoir des enfants et à les éduquer du mieux possible, surtout dans une époque où il y a une rupture de transmission. C'est vrai. Et eux transmettent, les parents et les grands-parents. Apprenez-nous à faire des confitures, par pitié, quoi.
C'est très joli. Je trouve, apprenez-nous à faire des confitures par Pignol. Mais c'est vrai, ce que vous dites est très important. Et je crois que beaucoup de gens l'ont oublié. Et pour moi, ça me paraît fondamental de rapprendre les savoirs. Les savoirs. Il n'y a pas un savoir, il y a des savoirs. Il ne faut jamais oublier qu'un énarque ou un politicien peut être aussi, beaucoup plus crétin qu'un paysan de l'Ariège. Hein. Je veux dire, ne jamais oublier ça. Tout à fait. Je peux en témoigner. Moi, j'ai fait des grandes études et la première fois que j'ai essayé de faire des conserves, ça a été un échec cuisant. Mais vous êtes rattrapé depuis. Voilà, je me suis améliorée. Très beau livre, lisez-le, Marianne Durano, Naître ou le néant, pourquoi faire des enfants en temps d'effondrement, c'est chez Desclés de Brouwer. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio.